Bonjour à tous! Si je vous présente cette vidéo, c'est que comme beaucoup de personnes, je me suis posé des questions sur la vaccination. C'est un sujet pas très simple, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de sujets techniques, ça va dans tous les sens, dans les bouquins, sur internet. C'est pour ça que je voudrais échanger librement avec vous sur ce sujet, sous la forme d'un débat. Ainsi, chacun pourra faire son propre point de vue, après avoir écouté les arguments adverses. Bon débat! Suivant une étude réalisée en 2016, la France se situe au premier rang des pays sceptiques envers les vaccins, avec 45% d'opinions défavorables, notamment à cause des effets supposés négatifs de l'aluminium dans les vaccins. Qu'en est-il chez les professionnels de santé? En France, en 2016, une étude montre qu'un médecin sur 10 a des réticences à la vaccination, 1 sur 4 n'insiste pas en cas de refus, et 1 sur 4 toujours a des réticences envers les vaccins avec aluminium. Chez les politiques, qu'est-ce qu'il en est? Que l'on soit en France ou en Italie, les avis changent radicalement. En effet, en France, la ministre de Santé, Agnès Buzyn, déclare en parlant des vaccins avec aluminium: Ces vaccins existent, ils sont efficaces, ils sont complètement sécurisés, nous connaissons parfaitement leurs effets secondaires. Et de l'autre côté des Alpes, le chef actuel du gouvernement italien Matteo Salvini, le 10 juin 2018, a qualifié les vaccins prétendument nécessaires d'inutiles et a poursuivi en déclarant qu'ils étaient souvent dangereux, voire nocifs. Propos reportés par l'agence de presse italienne ANSA. Face aux divergences sur la vaccination, le ministre de la Santé nous explique que le choix de passer de 3 vaccins à 11 obligatoires pour les nouveau-nés depuis le 1er janvier 2018 permettra de redonner la confiance dans la vaccination. Les autorités médicales affirment que le rapport bénéfice-risque est de loin favorable au vaccin et que les effets secondaires propres à tout médicament sont minimes comparés aux bienfaits des vaccins. Mais vous, pour que vous puissiez évaluer le rapport bénéfice-risque sur les vaccins, il est important que vous puissiez évaluer les bénéfices et les risques. La partie risque a souvent été traitée. Aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser uniquement à la partie bénéfice des vaccins. En s'intéressant au sujet, on peut trouver des informations contradictoires d'un extrême à l'autre. Il n'est pas facile de s'y retrouver. D'où l'intérêt du débat en apportant les idées des uns et des autres. Pour cela, nous avons un représentant des personnes favorables au vaccin et un représentant des personnes pour la liberté vaccinale. Messieurs, en introduction, est-ce que vous pouvez rappeler comment fonctionne un vaccin pour que tout le monde puisse s'y retrouver? Bonjour à tous, sur le fonctionnement des vaccins, je ne vais rien inventer. Je reprends tout du site gouvernemental très bien fait Vaccination Info Service, que je vous conseille de regarder. Le site qui propose des informations pratiques, factuelles et scientifiquement validées. Lorsque nous rencontrons un microbe et nous tombons malades, notre système immunitaire se défend en fabriquant des anticorps destinés à neutraliser et éliminer ce microbe. La vaccination fonctionne de la même manière, tout en évitant les dangers liés à la maladie. Lorsque nous recevons un vaccin, un microbe rendu inoffensif est introduit dans notre corps. La vaccination agit sur le système immunitaire comme une infection naturelle. Il ne nous rend pas malade, mais notre système immunitaire fabrique quand même des anticorps pour le neutraliser et l'éliminer. Si nous rencontrons un jour le vrai microbe, notre système immunitaire le reconnaîtra tout de suite et l'éliminera avant qu'il puisse nous rendre malade. Et vous expliquez que le système immunitaire qui protège l'individu consiste à créer des anticorps pour lutter contre les microbes seuls responsables de la maladie? Oui, c'est exactement ça. C'est le taux d'anticorps qui permet de dire si la personne est immunisée ou si elle a besoin d'un rappel. Et donc vous comparez la vaccination à une contamination naturelle, mais atténuée afin d'éviter les symptômes. C'est ça? Ah, tout à fait. Alors là, il y a quelque chose qui me chiffonne. Dès la moitié du 19e siècle, lorsque Pasteur affirme qu'il n'y a pas de microbes dans le corps et que les maladies sont contractées uniquement par des microbes venus de l'extérieur, il y avait des chercheurs comme Antoine Béchamp qui démontraient au contraire que nous sommes faits de microbes et que les dogmes de Pasteur sur lesquels sont basés les vaccins ne tiennent pas l'étude scientifique. Excusez-moi, on ne doit pas faire le procès de Pasteur ici. Voilà, dommage, ça aurait permis de comprendre beaucoup de choses. Bon, on verra ça plus tard. On va comparer la contraction naturelle d'une maladie avec la vaccination et quelque peu étonnant. En effet, le corps est composé de plusieurs remparts naturels visant à contrôler et filtrer les éléments extérieurs. Naturellement la peau, puis toutes les entrées du corps, au niveau de toutes les muqueuses, les bronches, mais surtout les intestins, qui jouent un rôle primordial dans l'immunité. Alors le vaccin contourne ces garde-fous. Il les évite. C'est comme si, pour entraîner des soldats formés pour défendre contre une agression extérieure, on introduirait des ennemis dans la zone protégée à l'intérieur du château qui engendrerait la panique parmi la défense, et c'est pas ça qui va les former. Et sachant que la découverte de l'importance du microbiote intestinal, donc toutes les bactéries des intestins, date des années 1980. Justifier l'immunité par la seule présence d'anticorps me paraît ridicule, quoi.
Cela reste un levier à utiliser pour éviter des morts inutiles. Beaucoup d'études montrent bien l'impact des vaccins sur la prévention des maladies. Donc les anticorps ont bien un rôle. Et comparer l'injection de virus en passant outre les barrières naturelles du corps à une contraction naturelle, cela n'a rien à voir. Le but étant que les microbes soient bien en contact avec le système immunitaire, en violant les barrières naturelles du corps humain. Comment éduquer le système immunitaire si on l'évite en injectant directement dans la zone protégée le vaccin? Sans parler des autres composants du vaccin, comme l'aluminium, puissant neurotoxique, qui permet d'alarmer le système immunitaire et ainsi booster la production d'anticorps. Et une fois passées les barrières, ils peuvent toucher librement les organes sensibles du corps, comme le cerveau. Ça peut poser problème. Vous dites n'importe quoi là. Les études scientifiques montrent bien que l'aluminium des vaccins ne pose pas de problème pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé a produit un rapport sur les adjuvants et a conclu à l'innocuité. Les académies de médecine françaises, le Haut Conseil de santé publique, toutes les agences de sécurité sanitaire du monde, la FDA américaine, l'Agence européenne du médicament, qui font de la pharmacovigilance, concluent à l'innocuité des vaccins à base d'adjuvants aluminiques. Bon là, je vous arrête, on va pas aller sur le sujet des études qui peuvent montrer tout et son contraire. On va revenir plutôt sur l'efficacité des vaccins. Bon, la théorie c'est fini, on peut passer maintenant aux faits. Après 200 ans de vaccination, on doit avoir un retour sur les résultats, non? Comme l'indique le site Vaccination Info Service, la preuve de l'efficacité des vaccins est qu'ils ont réussi à éradiquer la variole de la planète. L'OMS a mené à bien un programme mondial de 1958 à 1977 qui a permis d'éradiquer la variole grâce à la vaccination. Pourtant, sur la page du site de l'OMS concernant l'éradication de la variole, ils sont beaucoup plus nuancés sur le rôle de la vaccination dans cette éradication. En effet, l'OMS déclare sur son site, avant 1967, la stratégie d'éradication de la variole reposait sur la vaccination de masse, une stratégie efficace dans certains pays, mais qui a échoué dans des régions à forte densité de population. Ce que l'on retrouve page 32 du rapport final de la Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole, où les campagnes de vaccination de masse échouèrent dans la plupart des cas. Si vous regardez le rapport complet, vous verrez bien, tout est indiqué dessus, la variole est bien éradiquée grâce à la vaccination. Ah, un bon exemple de divergence. Suivant ces idées, deux interprétations totalement différentes. Attendez, ce n'est pas parce que la vaccination seule n'a pas suffi dans certains pays qu'elle ne fonctionne pas. Ils expliquent très bien qu'ils n'arrivaient pas à vacciner toute la population dans les zones denses et que les foyers de variole n'étaient pas supprimés. Ils détaillent, page 25, les différentes raisons des échecs des campagnes vaccinales. 1. Mauvaise évaluation de la couverture vaccinale. Les non-vaccinés continuent à propager la maladie. 2. Dissimulation des épidémies par le personnel sanitaire. 3. Le vaccin utilisé était non optimal. Ils n'ont pas pris la version lyophilisée. Et 4. Manque de poursuite du programme de vaccination sur les nouvelles générations. Ici, la question est de savoir si les vaccins ont permis d'éradiquer la variole ou non. Mais en 1967, quand ils ont changé de stratégie en procédant à la détection rapide des nouveaux cas et à la mise en quarantaine des malades et de leurs proches, ils ont toujours vacciné les personnes autour du foyer. Ils expliquent bien cela dans la partie « La stratégie de surveillance et d'endiguement ». Après avoir détaillé la recherche et l'isolation des cas, page 37, on peut y lire « On commençait par vacciner toutes les personnes de la maison touchée, ensuite toutes les personnes des maisons environnantes, puis par un cercle relativement restreint de contacts du cas indicateur. La vaccination a toujours été présente dans le programme d'éradication, la nouvelle stratégie étant complémentaire à la vaccination pour s'adapter aux problématiques locales. Et n'oubliez pas les pays où la vaccination seule a suffi. » Toujours dans le rapport, page 32, on peut y lire « En Inde, après une campagne nationale d'éradication entreprise en 1962, le nombre de notifications était plus grand qu'il n'a jamais été depuis 1958. Et un rapport officiel de l'OMS explique très bien que la stratégie de détection et d'isolement des cas is the only way to arrest the transmission of the disease, est la seule façon d'arrêter la transmission de la maladie. Et cela s'est constaté en Inde après avoir réalisé qu'une couverture vaccinale de 97%, donc c'est très haut, n'est pas suffisant pour arrêter la transmission. On peut trouver des citations du même type dans la presse de l'époque par des hauts responsables de l'OMS qui concluent que c'est la détection et l'isolement des cas qui a permis l'éradication de la variole. C'est grave de remettre en cause l'efficacité des vaccins. Supposons que vous dites vrai 2 minutes. Vous ne pensez pas qu'il y aurait eu plus d'un médecin pour lever la voix si la médecine faisait fausse route depuis tant d'années? Le rapport page 37 évoque très bien la pression exercée sur le personnel sanitaire afin qu'il n'évoque pas les nouveaux foyers de variole qui apparaissent sur les populations déjà vaccinées. En effet, on peut y lire, en certains endroits, les vaccinateurs et leurs supérieurs hiérarchiques qui avaient connaissance de la variole dans leur secteur étaient peu enclins à le notifier parce que la présence de la variole était considérée comme de nature à discréditer leur action de vaccination systématique. C'est normal qu'ils ne montrent pas les points faibles de la vaccination pour convaincre la population. C'est leur but. Oui, donc c'est normal qu'ils faussent les études statistiques afin de ne pas nuire à l'image de la vaccination. Ils ont dissimulé les poussées
et non fausser des études. Et l'opposition à la vaccination a toujours existé depuis son invention en 1796, avec notamment des révoltes impressionnantes à Leicester en Angleterre, où en 1885, 80 000 personnes sortaient dans les rues, ou à Rio de Janeiro en 1904, où il y avait 6 jours de chaos dans la ville, et cela bien avant Internet et les réseaux sociaux. Le problème aujourd'hui, c'est que si un médecin questionne ouvertement la vaccination, ne serait-ce que pour proposer une amélioration, il est directement passible de révocation par l'ordre des médecins pour délit d'opinion. Mais en cherchant bien, on peut trouver des informations officielles remettant en cause scientifiquement les vaccins. On peut trouver sur le site Sénat.fr une discussion datant de 2007, présidée par le député médecin Jean-Michel Dubernard, chargé de la question de la vaccination, lors d'une table ronde avec les représentants de la recherche médicale et des laboratoires pharmaceutiques. Donc je vous lis juste un extrait que vous pouvez relire dans son contexte sur internet. Monsieur Eric Guez de Novartis Vaccine a considéré que la défiance à l'égard du vaccin relève en France d'un manque de confiance sur les résultats. Le président Jean-Michel Dubernard, député médecin, en a convenu, rappelant qu'il n'existe pas de preuves scientifiques sur l'utilité des vaccins. Vous sortez ses propos de son contexte. Il a ensuite expliqué qu'il s'agissait du vaccin contre la grippe et qu'il est pour la vaccination. Il suffit de relire le passage sur le site pour vérifier s'il parle juste du vaccin sur la grippe ou de tous. C'est bien connu que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, surtout pour le vaccin anti-grippe. Attention sur les termes. Dans ce cas-là, l'efficacité, ça signifie si le vacciné produit suffisamment d'anticorps, et cela ne correspond pas aux personnes réellement immunisées. Enfin, je vous laisse imaginer, dire devant un groupe d'amis, n'importe lequel, qu'il n'y a pas de preuve de l'utilité des vaccins. Vous allez voir tout de suite les réactions. Bah, bien sûr. Oh, il dit n'importe quoi. Fake news. Ouais, c'est ça, ouais. Complotiste. Mais pourtant, les représentants de la recherche et de l'industrie des vaccins, dont 2 directeurs de laboratoire présents lors de cette table ronde, ne sont nullement choqués par ces propos. Pire, je vous laisse écouter leurs réactions. Monsieur Nicolas Abou, sénateur vice-président, a constaté la meilleure pénétration des vaccins dans les autres pays. Monsieur Bertrand Alexandre, un directeur de GSK France, a estimé que l'épisode de l'hépatite B explique pour beaucoup cette situation particulière en France. Un effort de communication de la part des pouvoirs publics est donc particulièrement nécessaire. Le directeur du laboratoire GSK propose directement au président de la table ronde que le gouvernement fasse plus de communication plutôt que de combler cette lacune scientifique. Après, notre ministre nous dit qu'il faut redonner confiance à la vaccination en les rendant obligatoires. Vous êtes doué pour sélectionner la phrase et en détourner le sens. C'est à cause de gens manipulateurs comme vous que des parents hésitent à faire vacciner leurs enfants. C'est honteux. Et vous êtes qui pour porter un jugement sur la vaccination? Avez-vous fait des études de médecine? Non, je n'ai fait aucune étude médicale. Mais vous faites bien de poser la question. Dans la même discussion sur Sénat.fr, on peut y lire Monsieur Fabien Wild, représentant de la recherche médicale, a considéré que la réticence des professionnels de santé s'explique par le fait qu'aucun cours relatif à la vaccination n'est dispensé dans les facultés de médecine françaises. Autrement dit, un médecin sorti d'études n'a pas plus étudié la vaccination que vous qui regardez ce débat, mis à part qu'il ait pu recevoir différentes formations de la part des laboratoires pharmaceutiques. Bon, là c'est autre chose. Je pense qu'il est temps de clore ce débat qui pourrait encore durer des heures. Merci aux participants d'être venus et d'avoir été patients. Quant à vous, êtes-vous convaincu de l'efficacité des vaccins? Si vous voulez participer, le débat continue dans les commentaires sous cette vidéo. Mais avant cela, pour que le débat ne parte pas dans tous les sens, veillez juste à vous restreindre aux 4 éléments qui ont été abordés dans ce débat. 1. L'immunité peut être détectée par la présence d'anticorps. 2. La vaccination est un processus naturel de mise en contact des microbes dans le corps. 3. La vaccination a permis d'éradiquer la variole dans le monde. Et 4. L'explication de l'échange sur le tour de table de 2017 sur le site Sénat.fr. Merci d'éviter juste les expériences personnelles invérifiables. N'oubliez pas de citer vos sources et de rester courtois envers ceux qui ne pensent pas comme vous. Merci à vous et bon débat. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous cette vidéo. Au revoir et à bientôt.